tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie du coin lecture de février. C'est pas bien de faire ça, je crois. Deuxième partie du coin lecture de février dans lequel nous allons aborder 3 livres. Les trois livres en question étant... D'abord, Cache-Cache à l'hôtel. Cache-Cache à l'hôtel de MC Beaton, une enquête de Agatha Raisin, sortie en 2006, traduit par Esther Menevis. Entre son agence de détective qui tourne au ralenti et les réunions des dames de Carsley, Agatha s'ennuie. Aussi est-elle enchantée lorsque son ex-mari, James Lacey, l'invite pour des vacances. Mais horreur! Sa conception d'un séjour idyllique est le petit hôtel décrépit de Bury Hill-on-Sea où, enfant, il passait ses étés. Et tout va de mal en pis. Quand un autre client de l'hôtel est assassiné, Agatha est la principale suspecte et se voit obligée de résoudre l'affaire depuis sa cellule de prison. Waouh, c'est pas vrai! La 4e de couverture te ment ouvertement. Avec plus de 800 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire sauce dans votre thé? Le Point a écrit « C'est comme si la célèbre détective d'Agatha Christie avait rajeuni, adopté des mœurs de cougar, un humour caustique et mangé de la vache folle. On est en Angleterre, c'est un régal. » Alors au-delà du fait que c'est absolument pas ce qui se passe, elle finit jamais en prison, déjà, d'une, et d'autre part, elle n'est jamais vraiment la principale suspecte. C'est juste qu'on retrouve son foulard sur les lieux du crime et c'est très vite, et il y a une explication très rapide au fait qu'on ait trouvé son foulard sur les lieux du crime. Bref, c'est faux. Et surtout, alors, c'est ce qu'on appelle du cozy mystery. Donc c'est des enquêtes, mais des enquêtes un peu détentes, un peu décontractées. C'est un peu ce que j'avais envie de lire, c'est-à-dire des enquêtes, mais en même temps, on est chill. On embrasse complètement le côté jeu des murder mystery. Des histoires d'enquête, on se prend pas la tête, on est surtout là pour l'humour, quoi. Et au début, ça marche super bien. Les premières vannes, les premières pages, vous le verrez si vous lisez mes notes que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Les premières pages, il y a plusieurs vannes qui font vraiment mouche, qui fonctionnent très bien. Et puis très vite, ça se détériore et très vite, ça devient plus drôle, plus vraiment drôle. Et surtout, au bout d'un moment, tu comprends que l'enquête est tertiaire dans l'histoire. On parlera de l'enquête plus tard, mais en fait, le gros point important, c'est l'histoire amoureuse d'Agatha Raisin, qui se résume à 2 hommes, à savoir son ex-mari. Alors oui, c'est le tome 17 d'une saga, je crois. Je le savais pas en le commençant. Peut-être que ça m'a porté préjudice, mais j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement compliqué comme histoire, dans le sens où il y a son ex-mari, elle est encore amoureuse. Voilà. Mais ils peuvent pas vivre ensemble parce que leur relation est toxique, parce que ils sont tous les deux nuls. Lui surtout, mais elle pas mal aussi. C'est-à-dire que lui est persuadé qu'il lui est indispensable. C'est un connard, quoi. Mais elle est un peu à chier aussi. Et elle a en plus un ami avec laquelle elle fait le kiki occasionnel. Voilà. Je vous ai résumé sa vie amoureuse. Et alors, et tout le roman, c'est... mais va-t-elle aller vers l'un? Va-t-elle aller vers l'autre? Va-t-elle finalement réussir à se libérer d'un des deux? Et à la fin du roman, on n'a pas évolué. On est allé nulle part. Et c'est dommage parce que je vous dis, c'est vraiment le point principal, enfin l'axe principal de l'histoire. Parce que l'enquête, j'hésite à vous spoiler parce que la fin est un peu bluffante. J'ai pas envie de dire d'amateurisme parce que c'est très présomptueux comme façon de dire. Enfin, il y a des choses qui se font pas, il y a des choses qui sont évidentes qu'il faut pas faire. Bah écoutez, je vous spoil dans l'optique où je pense que si vous l'aviez lu en attendant le dénouement, vous seriez déçu. Donc je vous spoil. À la fin, le méchant est tué par la météo. Il y a une tempête. La tempête détruit une fenêtre et un bris de verre rentre dans le méchant, dans la jugulaire, je crois, du méchant. Et ça, c'est comment Agatha Raisin se débarrasse du grand méchant. Et la façon dont elle résout l'enquête, c'est un énorme cliché vraiment nul d'histoire d'enquête. Au-delà de la résolution, c'est-à-dire qu'elle n'est pas partie prenante dans la résolution de l'histoire, mais vraiment, le truc le plus bluffant, le truc le plus étonnant, quoi, pour quelqu'un qui écrit quoi, des romans d'enquête, c'est que Agatha Raisin et son équipe d'enquêteurs privés là, ne mènent jamais vraiment l'enquête. C'est-à-dire qu'ils décident c'est peut-être un tel, et ils vont prendre la décision la plus débile pour... En fait, ils font ce que le lecteur fait, c'est-à-dire que quand tu lis un Agatha Christie, tu te dis « Ah, je suis sûr que c'est lui. » Bah là, c'est les personnages qui disent « Je suis sûr que c'est lui. Viens, on va aller l'interroger. » Donc ils y vont, ils l'interrogent, et c'est frustrant parce que ils l'interrogent et ils découvrent un truc, soit que le personnage ment mal, soit qu'il dit la vérité sans faire exprès, soit qu'il part et du coup il découvre quelque chose quand il est pas là, trucs comme ça quoi. Et tu te dis mais ça c'est pas une enquête, ça c'est un jeu de pistes.
Et un jeu de piste, c'est vraiment un murder mystery comme t'en organises quand tu fais des soirées. J'ai été surpris et franchement déçu. J'en attendais pas grand-chose, hein, parce que je connaissais pas ce genre-là. Mais je pensais que je passerais un meilleur moment. Je pensais pas que la romance serait si centrale. Mais je vous dis, même la romance, elle va nulle part. La romance va nulle part, l'enquête va nulle part. Alors apparemment, c'est pas un des meilleurs Agatha Raisin. Mais très honnêtement, j'ai aucune envie de lire les autres, quoi. Parce que je pense que j'ai compris ce qui fonctionne dans ces trucs-là. Et je pense que c'est pas pour moi, je pense que c'était un malentendu. Je pensais trouver autre chose, et c'est pas ce que ce genre de livre propose, et c'est dommage. Mais c'est pas pour moi. Après, je le recommanderais quand même à des gens à qui ça plairait, c'est juste que c'est pas pour moi. On est plus sur le développement de l'histoire amoureuse d'une femme quadragénaire ou quinquagénaire, et qui fait des enquêtes dans sa vie. Mais les enquêtes sont très secondaires, j'ai l'impression. Peut-être que les autres sont moins comme ça. Je ne sais pas, et je pense que je ne saurais pas. Deuxième livre de ce coin lecture, de ce deuxième coin lecture de février, Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie, traduit par Jean-Michel Alamani de 1942. Donc on est relativement tard dans la carrière d'Agatha Christie. Elle est connue, quoi. Elle est connue. Un cadavre devant la cheminée dans la bourgeoise bibliothèque du manoir des Bantry. Impensable! Celui d'une blonde de surcroît en robe du soir de satin blanc, jeune et outrageusement maquillée. Qui est-elle? Comment est-elle arrivée là? Dans le paisible village de St. Mary Mead, ce genre d'incident risque de faire jaser. Madame Bantry appelle aussitôt à sa rescousse sa vieille amie, la perspicace Miss Marple, qui se délecte de la situation, d'autant plus intéressante qu'elle est incongrue. Madame Bantry a été bien inspirée, car que fait la police? Elle interroge en vain, semble-t-il. Elle patauge, tandis que Miss Marple, sous ses airs de vieille fille en tweed, sait observer les gens et surtout repérer une menteuse quand elle en croise une. C'est le premier roman mettant en scène Miss Marple que je lis. J'adore le personnage. Le gros point de divergence entre Poirot et Marple, c'est que Miss Marple est très humble. Là où Hercule Poirot est « Mais enfin, mais vous savez à qui vous vous adressez ?» Tandis que Miss Marple, elle est plus « Vous savez, moi, j'aide un peu, puis parfois j'ai raison, mais... » Et ce que j'aime beaucoup dans le personnage de Miss Marple, c'est que c'est une détective qui est très différente. D'ailleurs, elle n'est pas détective, mais elle est très différente de Sherlock Holmes ou de Poirot, parce que son outil à elle, c'est les ragots. C'est-à-dire qu'elle connaît tous les potins sur tout le monde, et du coup, ça lui permet de faire des liens entre les gens. Et elle sait comment les gens vont réagir parce qu'elle fait le rapprochement entre des personnalités. Et ça, c'est vachement... c'est très ingénieux, quoi, comme façon de construire un personnage de détective. J'ai adoré le personnage de Miss Marple. Mon petit reproche au livre, c'est que Miss Marple est là relativement peu souvent. Quand on la retrouve, c'est un bonheur, mais souvent, elle n'est pas là. Et quand elle n'est pas là, on s'ennuie un peu. Par contre, au niveau de l'écriture, ce qui est un peu chouette, franchement chouette, c'est que tu sens qu'Agatha Christie, elle est en mode balèque. Elle est Agatha Christie, elle est établie, les gens savent qui elle est n'a pas besoin de se casser le cul autant, et au début, tu sens que c'est vraiment, c'est limite parodique, tellement t'as l'impression que Christie en a rien à foutre. Je vais vous lire le début, pas le début. Voilà. Donc là, la gouvernante, j'imagine, de Madame Bantry, vient de lui dire qu'il y a un cadavre dans la bibliothèque. Roll credits. Madame Bantry se dressa sur son séant. Soit son rêve avait pris une tournure très étrange, soit Marie avait fait éruption dans la chambre et dit « Incroyable, extravagant, qu'il y avait un cadavre dans la bibliothèque. »« Impossible, décréta Madame Bantry. J'ai dû rêver. » Mais tout en prononçant ces mots, Madame Bantry était de plus en plus certaine qu'il n'en était rien, et que Marie, d'ordinaire si maîtresse d'elle-même, avait effectivement lancé ces paroles stupéfiantes. Après une minute de réflexion, elle balança un coup de conjugal et impérieux dans les côtes de son mari endormi. « Arthur, réveille-toi » Le colonel Bantry grogna, grommela et se retourna sur le côté. « Réveille-toi, Arthur, tu as entendu ce qu'elle a dit ?»« Affirmatif, marmonna le colonel. Je suis entièrement d'accord avec toi, Dolly. » Sur quoi il se rendormit comme une souche. Madame Bantry le secoua. « Mais écoute donc, Marie est entrée et dit qu'il y avait un cadavre dans la bibliothèque. »« Hein, quoi ? Un cadavre dans la bibliothèque ?» Qui est-ce qui a dit ça ? Marie ! Le colonel Bantry rassembla ses idées et essaya de prendre la situation en main. « Tu dérailles, ma pauvre vieille, t'as dû rêver. »« Non, je n'ai pas rêvé, c'est ce que je croyais aussi au début, mais non, elle est bien entrée pour dire ça. » Marie est entrée ici pour dire qu'il y avait un cadavre dans la bibliothèque. Ça fait genre 10 fois qu'elle dit cadavre dans la bibliothèque. « Oui ! Je vois pas ce qui ficherait là, voyons. »« Non, bien sûr, non, bien sûr, dit Madame Bantry, peu convaincue. Elle revint à la charge. « Mais alors, pourquoi Marie a-t-elle dit qu'il y en avait un ?»« Mais elle a pas pu dire ça. »« Je t'assure que si !»« Mais tu as dû te l'imaginer. Je n'ai rien imaginé. » Le colonel Bantry était complètement réveillé à présent et bien décidé à remettre les choses à leur place. « Tu as rêvé, Dolly, voilà tout. C'est à cause de ce roman policier que tu viens de lire, Le mystère de l'allumette brisée. Tu sais bien, celui où Lord Egberton découvre une magnifique blonde réduite à l'état de cadavre sur la peau d'ours de la cheminée de la bibliothèque. Toujours là qu'on les trouve, les cadavres, dans les livres. Mais j'en ai jamais rencontré un seul dans la vie courante. Tu vas peut-être en rencontrer un maintenant. De toute façon, Arthur, il faut te lever pour aller voir. » Écoute, Dolly, c'est forcément un rêve. Les rêves, ça impressionne souvent quand
quand on se réveille, on jurait qu'ils sont vrais. Je rêvais de toute autre chose, une exposition florale et la femme du pasteur qui se promenait en maillot de bain, tu vois le genre. Elle en a rien à battre. Mais vraiment, elle est en mode semi-sarcastique, quoi. Et c'est un délice, quoi. C'est génial. Le ton devient plus sérieux au fur et à mesure après, mais l'entrée en matière est vraiment très très drôle. Elle explique dans le prologue que le coup du cadavre dans la bibliothèque, c'est un cliché de genre, c'est un poncif un peu des romans d'enquête, et qu'elle avait envie de se lancer un défi, allez, un cadavre dans une bibliothèque, on va voir ce que ça donne. Et du coup, la voir à la fin dire, mais il y avait un cadavre dans la bibliothèque. Mais non, il n'y a pas de cadavre dans la bibliothèque. Je te jure, il y a un cadavre dans la bibliothèque. Mais il n'y a pas de cadavre dans la bibliothèque. Mais rendors-toi, Ginette. Voilà. Le livre m'a un peu agrippé dès le début avec ça. Il m'a ensuite maintenu avec le personnage de Miss Marple, donc que j'ai découvert dans ce roman. Et ma foi, c'est une enquête très chouette, avec un bon dénouement que tu peux voir venir, mais que tu vois pas venir. Ou que tu vois venir. Les dénouements d'Agatha Christie, ils ont cette force qu'ils sont logiques. Ils sont carrés, c'est-à-dire qu'ils ont été présentés avant, ils sortent pas de nulle part. Et ça, c'est la force des enquêtes d'Agatha Christie, qui du coup peut être une faiblesse si tu vois venir la fin, mais moi je l'ai pas vu venir. D'ailleurs, si je peux reprocher un petit truc, c'est que pendant la plupart de l'enquête, j'avais zéro piste, quoi. J'étais pas en mode c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, j'étais en mode... j'espère que tu me diras qui c'est et que ça me satisfera, parce que là, je suis perdu. Alors, c'est pas un des meilleurs Agatha Christie que j'ai lu de loin, mais c'est une bonne enquête. C'est une bonne enquête. C'est chouette, j'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, à part le début qui m'a vraiment fait impression, et Miss Marple, quoi, découvrir le personnage de Miss Marple et se rendre compte que c'est vraiment peut-être le meilleur personnage d'Agatha Christie. Bon, c'est beaucoup dire étant donné que j'ai quand même lu assez peu d'Agatha Christie finalement, j'en ai lu 5 ou 6. Mais voilà, le personnage de Miss Marple est vraiment excellent. Et on va finir ce coin lecture ce deuxième coin lecture de février avec les fameux Yeux du Dragon de Stephen King. Combien de fois j'ai dit que je voulais le lire et combien de fois je l'ai pas lu, de 1984 et traduit par Evelyne Châtelain, 4e de couverture. Depuis 4 siècles, Flag, le magicien, hante le royaume de Delaine. Conseiller du trône... Je dis Delaine, c'est peut-être Delaine, j'en sais rien. Conseiller du trône dans l'ombre, il manipule le pouvoir. À la mort du roi Roland, son fils Peter, brave et courageux, doit lui succéder. Cela pourrait contrarier les sombres projets de Flag, plonger le royaume dans le chaos. Une terrible machination se met alors en route au prix de l'honneur d'un homme. Mais au royaume de Delaine, le triomphe du mal n'est pas une fatalité. GeoAdo a commenté un conte noir plein de suspense pour mettre un pied dans le monde ténébreux de Stephen King. C'est pas mal résumé, ça. Dans le sens où c'est vraiment, effectivement, très différent de ce que Stephen King propose d'habitude, parce que c'est de la fantasy, et parce que c'est vraiment de la fantasy young adulte. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que, clairement, il essaye pas de faire de la concurrence à Tolkien ou aux autres géants de la fantasy. On est là pour... on s'adresse à un public jeune. Je vais vous lire un passage, vous allez voir, je vais vous lire le début. J'essaie de vous trouver un passage où le narrateur se met un peu en scène, ce qui arrive relativement souvent et ce qui est vachement bien. C'est vachement bien parce que ça permet de plus rentrer dans l'histoire, dans le sens où tu as vraiment l'impression que quelqu'un te raconte l'histoire. King se place vraiment en tant que conteur, et ça fonctionne extrêmement bien. Mais du coup, ouais, t'as vraiment l'impression que ça s'adresse à un public jeune. Je vais vous lire le début en fait, parce que ça va être plus... ça va illustrer suffisamment le fait que ça s'adresse à un public jeune. Il était une fois un roi qui vivait dans le royaume de Delaine avec ses 2 enfants. Delaine était un vieux royaume qui avait déjà connu des centaines, voire des milliers de rois. Quand les choses durent si longtemps, même les historiens ne se souviennent pas de tout. Roland le Bon n'était ni le meilleur ni le pire des rois à régner sur ce pays. Il s'efforçait tant qu'il pouvait de ne pas faire trop de mal, et la plupart du temps il y parvenait. Il tentait aussi de toutes ses forces de faire le bien, mais hélas, il rencontrait moins de succès dans ce domaine. Il doutait qu'on se souvienne de lui après sa mort, et sa mort pouvait venir d'un moment à l'autre, car il était vieux et son cœur s'affaiblissait. Il lui restait peut-être une année à vivre, peut-être 3. Tous ceux qui le connaissaient et qui avaient remarqué son teint gris et ses mains tremblantes s'accordaient à penser que dans 5 ans au maximum, un nouveau roi serait couronné sur la grande place au pied de l'aiguille. Effectivement, par la grâce de Dieu, cela ne fut que 5 ans plus tard. Dans le royaume du plus riche baron, du courtisan le plus enrubanné au plus pauvre serf et à sa femme en haillons, tout le monde parlait de Peter, le futur roi, le fils aîné de Roland. Mais un homme réfléchissait, ruminait, faisait de tout autre projet. Il se demandait comment s'assurer que Thomas le cadet soit couronné à la place de son frère. Cet homme, c'était Flag, le magicien du roi. Et alors je savais pas, mais le personnage de Flag est un personnage récurrent dans l'œuvre de Stephen King. Un personnage qu'on rencontre dans d'autres romans, mais aussi
qu'on croise sans savoir que c'est lui. Je vais pas en dire plus, parce que ça va spoiler d'autres romans de Stephen King, mais voilà, c'est un personnage qu'on revoit ailleurs. Alors, on retrouve les gros points forts de Stephen King dans tout le livre, c'est-à-dire la caractérisation, elle est au cordeau. Le personnage de Peter, tu ressens ce que tu es censé ressentir pour lui. Le petit frère de Peter, Thomas, pareil. Flag, évidemment, c'est le grand méchant. Alors, c'est très cliché, mais en même temps, il embrasse ces clichés. Il dit, on va aller à fond dans les clichés, on va les assumer, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Quand il va pas en demi-mesure et quand tu y ajoutes juste le talent, quoi, le talent de conteur et d'auteur de Stephen King, ça fonctionne très bien. Alors la plupart du temps, c'est un autre point fort de Stephen King, les images, les métaphores qu'il utilise sont très pertinentes et fonctionnent vachement bien, mais des fois, comme par exemple page 147, si Delane avait eu un marché en bourse, je suis sûr qu'il y aurait eu un crack. Alors d'une part, on est sur une métaphore qui est quand même très éloignée du domaine fantasy, et d'autre part, tu t'adresses à un public jeune, je suis vraiment pas sûr que ce soit la métaphore appropriée. À quelques exceptions près comme ça, tout fonctionne très bien, c'est-à-dire on a la noirceur de Stephen King aussi, on a le fantastique, on a la peur, l'angoisse, on a les relations entre les personnages qui fonctionnent vraiment très bien. Contrairement à beaucoup de romans de Stephen King, là on a un héros très clairement défini. C'est pas le personnage principal parce que le point de vue change de personnage. Est-ce que c'est lui le personnage principal? Dans le sens classique de la caractérisation, oui, mais il est aidé par son meilleur ami, il est aidé par le fils du majordome de son père, qui était censé devenir son majordome par la suite. On suit aussi un peu son frère Thomas, qui vit tout un arc à lui. Bref, c'est un roman plus riche qu'il n'y paraît, mais qui n'est pas d'une richesse folle non plus, hein. Qui reste une œuvre que je conseillerais plus aux jeunes, mais franchement, je peux pas dire que j'ai pas kiffé, quoi. Je peux pas dire que ça a pas été une lecture vraiment très très chouette. Dans mon système de lecture classique, je lui ai mis un A-, si vous voulez. Dans le sens où on est clairement dans le A, maintenant, je reconnais que je suis pas le public cible. Je reconnais que parfois c'était un peu trop cousu de fil blanc, parfois c'était un peu, voilà, ça tournait un peu en rond. Et un truc qu'il fait très souvent, c'est nous parler d'un truc comme étant fait, et après nous raconter comment on en est arrivé là. Ça fonctionne, mais ça ralentit un peu le rythme. Mais ça fonctionne. Je peux pas retirer le fait que ça fonctionne. Bref, je pense que j'ai fait le tour pour Les Yeux du Dragon, ce qui conclut cette deuxième partie du relecture de février. On se laisse sur la question de l'épisode. Quelle est l'œuvre dont vous saviez le plus comment ça allait finir, mais quand même ça vous a satisfait? C'est-à-dire l'œuvre qui est allée vers la conclusion évidente, mais cette conclusion était nickel, celle qu'il fallait. C'est-à-dire, j'ai pas été surpris, et tant mieux. Ah, c'est bien. J'ai pas vraiment d'exemple à vous donner, mais voilà, j'espère que cette question suscitera des réponses intéressantes. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler dans l'ordre de Mort aveugle de Karen Slaughter, de Riposte de Chuck Wendig, Star Wars Riposte de Chuck Wendig, et de Drus la légende, de Juste Légende de David Gemmel. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et à la prochaine. Ciao!